Et voilà. Donc ça, c'est un passage de Kubrick, donc vous devez sans doute le connaître, hein, il est extrêmement culte, extrêmement connu. On l'a considéré comme l'ellipse la plus puissante de l'histoire du cinéma, parce qu'on fait 4 millions d'années en un cut d'image, hein, on passe de l'os, de l'Australopithèque au satellite nucléaire lanceur d'engins, tout ça en un seul cut. Alors, qu'est-ce qu'il y a de passionnant ici? En quoi ça éclaire ce que je voulais vous montrer? C'est qu'on voit apparaître... Alors, il y a une scène avant cette scène-là où on voit le singe battre la tribu rivale avec l'os. Il y a une scène devant la mare, la même, où il essaye de se battre avec le poing. Et il perd. Et là, il revient avec l'os et il gagne. Et l'os, donc c'est le premier outil, fait que la main ne frappe pas directement l'autre, elle frappe avec l'objet. Il y a une première mise à distance par l'objet. Et le plus faible devient le plus puissant. Et ça, c'est super important. Vous verrez après, en tout cas dans la vision de Kubrick, qui est assez pessimiste, parce que Kubrick, en fait, ce qu'il essaye de montrer, c'est que le plus faible devient le plus puissant par l'outil, et déjà, dans pourtant le jet ascensionnel de l'os, qui devrait témoigner de « ça y est, l'homme s'ouvre au monde, se déploie, et de l'os, on arrive au satellite lanceur d'engins », fabuleux, c'est l'expansion humaine, c'est le progrès, etc. Mais quand vous regardez l'image, il y a un truc extraordinaire, c'est qu'en fait, il ne fait pas le raccord sur l'ascension de l'os. Il pourrait le faire et puis continuer en disant « Waouh, le progrès extraordinaire ». Il fait le raccord sur la chute de l'os. Je ne sais pas si vous avez vu dans le... Ça m'a frappé. Moi, j'avais le souvenir du raccord sur l'ascension. Et pourquoi? Parce qu'il considère que cette ascension de l'homme, c'est déjà un déclin. C'est déjà le moment où l'homme acquiert un pouvoir supplémentaire par l'outil, mais perd sa propre puissance. Ça, j'expliquerai assez longuement, mais l'homme gagne du pouvoir, mais perd de la puissance. Et donc, cette ascension est déjà un déclin aussi, quoi. Super intéressant aussi, c'est que dans la vision de Kubrick, qui est une vision assez noire, pour lui, l'homme atteint l'hominisation ou se déploie dans l'hominisation avec l'agression, avec la domination, avec le pouvoir. D'accord? Chez Sloterdijk, je dirais qu'il y a une vision un peu plus féminine et très intéressante. Il dit « Toute technique est à l'origine une technique de création de l'espace ou une technique de serre, et elle le reste longtemps de manière inconsciente. » C'est-à-dire qu'il dit « On aménage une clairière, on aménage un utérus, on aménage un parc. » Et là, dans le passage de Kubrick, il y a les deux, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est que on voit ces fameux hôtels, vous savez, hôtel orbital, là, qui tournent, la double roue, qui est, c'est quoi? C'est ce parc autogène, c'est cet utérus, mais dans l'espace qui nous protège du vide intersidéral, quoi. Donc c'est l'aboutissement, l'ultime clairière que l'homme s'est constitué dans le vide intersidéral. Donc il le montre, et quand on voit le film sur l'aube de l'homme, il a un passage dans la grotte aussi, avec les singes. Après, il a le passage autour de la mare, donc on passe de la grotte, première clairière, à la mare, premier territoire qu'on protège. Puis là, on zappe directement à la station orbitale et on voit, vous avez vu, la Terre de l'extérieur comme une boule comme ça, qui est, eh ben, la Terre, on l'a maîtrisée. La Terre, on peut maintenant la regarder de l'extérieur. La Terre, c'est devenu notre serre et c'est devenu le monde qu'on a domestiqué. Donc c'est bon, c'est super intéressant pour tout ça. Voilà. Je ne vais pas rester 10 ans sur 2001, même si c'est passionnant. Mais ce qui est vraiment fabuleux, c'est que pour un film de SF de 68, donc, dont la qualité est encore extraordinaire, Kubrick prend la peine de passer un quart d'heure au départ à montrer la naissance de la technologie. Il nous passe un quart d'heure dans le désert avec les singes. Et quand on me dit ça, je vous montre ça, vous me dites c'est de la SF ça? Bah ouais, c'est la première SF. C'est le début de la SF, quoi. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant de démarrer là-dessus. Alors, je vais finir rapidement sur Sloterdijk avant de passer à des points très intéressants aussi. C'est aujourd'hui, on arrive au XXIe siècle, et il dit, Sloterdijk, il dit, nous sommes dans un monde où il y a essentiellement de la technique, c'est-à-dire que le XXIe siècle, c'est pas, on l'a dit, le siècle spirituel, le siècle des religions, etc. C'est d'abord le siècle de la technologie. Et cette technologie, elle devient exponentielle, elle s'autocumule, et elle devient l'horizon indépassable de notre temps. D'accord? Elle devient, donc l'environnement, l'Umwelt, c'est devenu la technosphère, c'est devenu notre biotope. D'accord? Donc, il a cette expression très belle, il dit « la maison de l'être disparaît sous les échafaudages ». Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a plus accès à la nature de façon directe, on n'a plus accès aux animaux, au froid, etc. de façon directe. On est protégé, on est dans des enveloppes techniques de plus en plus épaisses. Et la maison de l'être, ce rapport immédiat, qui était sans doute créateur pour l'homme, elle disparaît sous sa technologie, sous ses échafaudages. Voilà. Ok. Et petit mot aussi simplement sur 2001. Ce qui est intéressant aussi dans ce que déploie Kubrick, c'est que la station orbitale, qui est donc l'ultime clairière, l'ultime utérus externe, l'ultime aboutissement du développement humain, il le montre aussi comme une régression. Pour lui, l'extrême de la technique est aussi la régression de l'être humain. On les voit dans le film, l'homme n'arrive plus à marcher dans la station orbitale à cause de la gravité, il se remet à réapprendre à marcher comme un enfant, comme un bébé.
il sait plus faire caca. Quand il va faire caca, il y a une liste de 10 choses à lire pour pouvoir simplement faire ses besoins, quoi. Quand ils vont pour manger, eh ben, on leur amène une sorte de plateau d'aliments pour bébé. Vous voyez, c'est quand il veut jouer aux échecs, il perd parce qu'il joue contre elle, la machine l'a dépassé. Techniquement, elle est plus forte. Quand il dort, le stylo qui était dans sa poche, il s'envole, il maîtrise plus ses outils, quoi. Et il se soumet finalement à HAL, l'ordinateur de bord, qui va tout décider pour lui. Donc, il se met dans un utérus technologique glacial pur. Voilà. Et Kubrick sent et nous fait sentir que c'est le début de la fin aussi, alors qu'on croyait que c'était l'aboutissement du déploiement humain. Alors, j'ai été relativement vite, c'est-à-dire que je suis passé de l'origine de l'hominisation directement à la machine monde. Je suis passé de l'OSUTI directement à la station orbitale et à HAL. Donc, je vous ai fait un peu le teaser sans vous expliquer le film. Alors, j'avais fait tout un travail pour interroger concrètement et dans le détail nos relations machines. J'avais préparé donc ce travail de façon relativement minutieuse, mais comme je vous l'ai dit, ça durait 2h30. Et j'avais déployé en fait un fil rouge en disant que on passe au départ d'un outil, d'une machine donc externe, utilitaire, qu'on empoigne et qu'on manipule, comme l'os, à une machine qui nous relie au monde et qui nous relie et nous interface entre nous et nous, c'est les machines de communication, jusqu'à cette fameuse machine qui fait monde, dans laquelle on s'insère, on vit et on s'immerge, donc ce que j'appelle la technosphère. Donc j'avais développé comme ça 4 grands aspects: les machines de pouvoir, transformer le monde; deuxièmement, les machines de communication, qui étaient donc s'informer, informer; troisièmement, les machines à filtrer le monde, déformer le monde, j'avais appelé ça; et ensuite la machine monde, qui est former le monde. Bon, c'était très beau, tout ce que vous voulez, mais j'ai absolument pas le temps, donc je vais essayer de le faire relativement rapidement, sans trop vous paumer. Ce que je voudrais vous dire aussi dans ce que je vais vous montrer, comme ça va être très rapide, je me situe vraiment délibérément sur l'UBAC, vraiment de la technique, sur le versant sombre, sur le côté critique. C'est-à-dire que je ne vais pas parler de tout ce qu'on sait. C'est-à-dire que la technique, bah oui, la machine, oui, c'est génial. Oui, c'est fascinant, quoi. Pourquoi? Parce que la machine, c'est ce qu'on appelle en anglais l'empowerment, quoi. Ça nous donne pouvoir sur le monde, quoi. C'est une mise en capacité. Et ça donne surtout à chacun la sensation d'un pouvoir immédiat et direct. Si on voit une telle fascination des gens pour l'achat d'outils technologiques aujourd'hui, c'est parce que dans un monde libéral, capitaliste comme le nôtre, où beaucoup de choses nous échappent, beaucoup de choses ne dépendent plus de notre pouvoir, le fait de pouvoir manipuler son iPhone, le fait de pouvoir manipuler son iPod, le fait d'avoir sur soi sa petite DS pour jouer, le fait de pouvoir piloter un univers virtuel et des héros en entier dans un jeu vidéo, ça nous redonne ce pouvoir direct, concret, immanent sur le monde. En tout cas, ça nous redonne l'impression de ce pouvoir-là. Donc c'est un affect extrêmement fort qui justifie la technophilie et qui nous obnubile. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça, quoi. Et puis, il y a aussi cet aspect que le pouvoir qu'on nous donne, il y a des attributs de Dieu là-dedans, quoi. Quand je prends, par exemple, les télécommunications, l'ubiquité, c'est-à-dire le fait de pouvoir appeler n'importe qui, n'importe quoi, à n'importe quel moment, c'est l'ubiquité, c'est un attribut de Dieu, ça. Et on adore ce côté-là, quoi. La vitesse lumière, par exemple. On envoie un mail, c'est immédiatement reçu. Extraordinaire, l'impression d'être aussi rapide, l'impression d'aller à 300 000 km/s. Bon, tout ça est fascinant. Et puis, il y a aussi tout l'aspect commodité, évidemment. Donc, tout ça, je vais laisser tomber. Et je vais rester sur le versant un peu sombre.